Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 10. Dans l'extrême peur, malgré le petit rebond de Bitcoin, la peur reste bien présente, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le market order flow actuellement en recherche d'achat. J'ai lu plusieurs fois dans les commentaires que vous me demandiez quand est-ce que les lives allaient reprendre. Je vous promets que les lives reviendront très vite, on rattrapera tout le temps perdu, tous les tirages au sort et on pourra enfin reprendre le rythme de base des lives du mardi au dimanche sur Twitch. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. La bonne nouvelle, c'est que Wall Street a fini la semaine dernière et puis début de semaine en hausse et ça met fin à une série noire en fait, parce qu'on n'avait pas baissé depuis presque 100 ans, notamment sur le Dow Jones. Hein. Le S&P 500 et le Nasdaq, on a eu 7 semaines de baisse hebdomadaire consécutive. C'est la plus longue série depuis la fin de l'effondrement de la bulle Internet. Donc ça faisait à peu près 22 ans qu'on n'avait pas eu une série aussi prolongée. On le voit là très bien, cette semaine d'affilée dans le rouge. On se ressaisit de manière extrêmement brutale et efficace. Et tant qu'au Dow Jones, alors je vous mets le Dow Jones que l'on voit là. Pour le Dow Jones, on a eu 8 semaines de baisse consécutive de l'indice Dow Jones, donc quasiment 2 mois, et c'est la plus longue depuis 1932, donc ça faisait 90 ans qu'on n'avait pas autant baissé sur le Dow Jones. Alors je dis ça pour les perma qui sont en permanence sous anxiolytiques, tranquillisants et compagnie. Les gens qui vivent de la fin du monde, c'est pas encore la fin du monde. Donc ceci a été un bon crab market, un bon range et surprise motherfucker, on a commencé 5 heures du matin, open directement 2% dans la face. Alors 2% c'est pas énorme. Personnellement je trouve ça haussier, je trouve ça bullish et je pense qu'on a suffisamment endormi, découragé les gens pour globalement nous mettre en position intéressante pour éventuellement ce qu'on appellera un return to the mean, c'est-à-dire globalement au moins un dead cat bounce. Alors je n'ai pas mes signaux weekly pour dire c'est bon, c'est le bottom, mais on a tout à fait ici une structure de marché et un sentiment qui est aligné potentiellement à un rebond complètement ok. Je n'envisageais pas forcément ici, donc on peut aller plus haut, hein. Je pensais on va plutôt viser le 0,5 ici. 0,5 me paraît être une target réaliste assez optimale. Alors 0,5. Voilà, donc ça paraîtrait complètement ok d'aller par là et de voir un petit peu ce qui se passe dans cette zone. Pour ce qui est de la journée, personnellement je serais très surpris qu'on ne termine pas la journée à 30 800. Et je dirais que, comme je l'ai dit pendant les 15 jours où vous n'avez pas vu la météo de Bitcoin, pour moi, on est en accumulation et qu'on est safe à acheter sous les 30 000. Donc le mensuel, l'objectif est clair, il n'a toujours pas changé. Je ne change pas de plan tous les 4 matins, surtout sur le mensuel. Donc il nous faut une clôture au-dessus de ce trait qui correspond au point bas de l'été dernier, donc 34 700 $ à peu près. Et ça peut paraître fou, mais finalement nous sommes que à 13% de cette clôture, donc c'est clairement jouable. La clôture aura lieu demain soir, puisque aujourd'hui nous sommes le 30, demain nous sommes le 31. Donc clairement, si on vient à clôturer au-dessus de 34 700 $, et ben, nous restons haussiers sur l'unité de temps mensuelle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, la clôture, regardez, c'est le dernier point bas. Donc tant qu'on ne fait pas de point bas en dessous du précédent, les probabilités sont dans le fait de venir faire un nouveau sommet ascendant. Et c'est pour ça donc qu'il faut à tout prix préserver cette tendance. Et là, clairement, c'est jouable. Donc je sais, ça peut paraître fou pour certains, mais la volatilité sur le Bitcoin, ça fait partie du truc, hein, clairement. Et pareil, le Bitcoin, ça aime bien vous manipuler, le marché aime bien manipuler vos émotions et vous faire croire qu'on va le casser. Quand on était ici, personne n'aurait pu parier que le Bitcoin pourrait clôturer au-dessus de 34 000 $. Et pourtant, on n'est pas si long que ça, donc on verra, on va pas s'enflammer non plus, hein, mais c'est clairement un scénario qui est encore
possible et je le jouerai jusqu'à la date de clôture personnellement, donc demain. Pour l'instant, je dirais semaine positive sur les assets à risque avec un sentiment en berne et donc probable push haussier et advienne que pourra, on verra bien. Donc voilà un petit peu, on va voir un petit peu en weekly. Bon, ça serait quoi? Ça ferait un petit V-bottom, quoi. Un petit V-bottom où on aurait une grosse résistance ici. Je vois dans ce que je constate par rapport au flow, il y a des conflits entre des gros poissons. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et disons qu'il n'y a pas actuellement, disons qu'il y a des combats de baleines. Ils ne sont pas tous d'accord sur la direction. Personnellement, je suis pour la baleine qui pousse. Donc, à voir un petit peu comment ça se goupille, qui est obligé de racheter ses bagues, qui n'est pas obligé de racheter ses bagues. Est-ce que ça devient trop dur pour la baleine qui pousse et qu'il est obligé de larguer ici face au flux tendu de vendeurs? Bon, on le verra, mais pour l'instant, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, mais je dirais qu'il ne faut pas lutter contre ce mouvement. Sur BTC, vraiment extrêmement intéressant. Là, vraiment court terme, on a eu des grosses positions qui se sont ouvertes. Donc, il y a des grosses wells qui sont rentrées short ici sur Deribit. Ok. Là, sur cette mèche ici, on a une hausse d'open interest en fait sur toutes ces actions de prix, pardon. Et là, on a de grosses positions qui se sont déclenchées, qui sont des positions short. Donc attention, mais la zone est 30 800. Donc le petit rallye de ce matin était pas mal shorté sur Deribit. Ça veut pas dire que ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin du rallye. Non, ces mecs peuvent se faire coincer. Et ça veut juste dire que par contre, en comparaison, les mecs qui sont rentrés à l'achat sous les 30 000 du coup, pardon, ceux qui sont rentrés à l'achat dans les 30 800, eux sont coincés pour l'instant. Donc il faut se dire qu'en gros, tant qu'on bascule pas au-dessus de la zone des 31 100 $, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés et qui sont coincés dans ces zones de prix. En face, il y a des gros qui ont shorté. Donc attention. Et du coup, ici sur Binance, pour faire très simple, on voit aussi l'open interest qui est bien monté. Donc il y a et des shorts et des longs qui se sont ouverts. Ok. Il faut se méfier d'une chose, c'est que si jamais on commence à revenir dans ce petit élan haussier qu'on a eu, attention. Parce que là, ça voudrait dire que tous ceux, actuellement c'est simple, ok? Pour que vous puissiez comprendre, sur Deribit, on a des gros ici qui sont rentrés short, donc c'est pour ça que le marché freine ici. Donc il y a des mecs qui sont bien coincés ici en long, ok? Donc pour faire simple, les gars en long, ils sont coincés ici, on va les mettre en bleu. Là, c'est des acheteurs qui sont coincés. Non, pas le contour, je vais vraiment mettre ici le background en bleu également. Ok, donc eux, ils sont coincés. Mais derrière, actuellement, là, vu que l'open interest, il monte. Là, il y a et des longues et des shorts qui s'ouvrent. Ok, majoritairement des shorts, puisque le ratio short, il est monté et que les fundings, ils ont diminué. Donc, on sait que la majorité, actuellement, est plutôt short sur ce rallye. Je vais regarder à partir de quand. Ok, à partir d'ici. Donc, actuellement, là, tous ceux qui sont venus shorter ici, eux, ils sont coincés. On va commencer par le semaine-ly. Qu'est-ce qui se passe en semaine-ly? Comme annoncé depuis très très longtemps, on est toujours dans cette zone danger. Pour l'instant, on se fait même rejeter par cette zone danger. 0,618 ici, hop, on se fait rejeter à la hausse. On a fait 9 bougies rouges à la suite quand même, ça fait 9 bougies, 9 semaines qu'on est dans le rouge. Over on Bitcoin, c'est juste incroyable, c'est terrible, terrible. On est également sur un joli broadening pattern puisque là, ça fait que monter, si ça fait que descendre. Ça fonctionne uniquement si on prend les clôtures. Si on prend les tis, ça fonctionne pas, il faut prendre des clôtures ici, ici, ici. Et ceci également combiné avec ce support RSI, ça fait très longtemps qu'on en parle. Support RSI semaine ici, on est pile poil dessus, pour l'instant c'est un rejet. La bougie n'est pas clôturée, on peut très bien clôturer dans le rouge. Mais pour l'instant c'est un rebond sur le RSI. Regardez-moi support magnifique ici, over on Binance, support 0,618, ça c'est magnifique, voilà. On est également sur de la divergence bull ici, puisque là ça fait que monter ici, ça descend légèrement, donc divergence bull. Bon, on a fait quoi? Comme par hasard, petite mèche sous absolument tous les niveaux qui étaient à venir chasser ici, avant de réintégrer, et bizarrement, voilà, hop, Ether, il remonte. Donc pendant cet événement de liquidité, on est venu chercher cette liquidité, ok, et bizarrement, comme par hasard, on remonte ensuite. Ici, ça veut pas dire bull market, c'est to the moon, hein. Techniquement, il n'y a rien de to the moon, loin de là, mais ça veut juste dire qu'on est venu chercher cette liquidité. Si le S&P remonte, bah, peut-être qu'on peut développer une dynamique haussière sur Ether et Bitcoin s'il y a un retracement du marché global qui se met en place. C'est pour ça qu'on parlera de Bitcoin. À noter également, c'est pour ça qu'il faut faire attention, emoji trouvé, oula, on s'en fout. ETHUSD, Coinbase, par exemple, sur Coinbase, on n'est pas venu chercher les creux, ni sur FTX. Donc il y a des contrats ou des marchés spot sur lesquels on n'est pas venu chercher ces creux. Enfin bref. On a la Banque centrale américaine, la Fed, avec son empereur, son chef ultime, Jérôme Powell, qu'on voit ici, qui continue de faire peur au marché,
qui disent qu'ils vont continuer de monter les taux d'intérêt, qu'ils vont arrêter d'imprimer de l'argent, et malheureusement, tant et aussi longtemps que la Fed va continuer de monter les taux et ne pas imprimer de l'argent, on va voir les crypto-monnaies descendre et tous les actifs à risque descendre, même si on a un rebond court terme sur le marché des actions en ce moment. Donc, faut l'avouer, c'est assez terrible qu'est-ce qui se passe en ce moment. Toute l'économie mondiale dépend de la parole d'un seul homme, d'une seule organisation qui est la Fed. Donc, quand on va voir la Fed commencer à dire qu'ils vont imprimer de l'argent, là, on risque de voir le Bitcoin, les crypto-monnaies repartir à la hausse. Mais avant ça regarde vraiment pas bien. Et sur la chaîne, je vais continuer de suivre la Fed et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils disent. Et si à un moment donné, on a un changement de direction, un 180 au niveau de la Fed, ben je vais vous prévenir. Et là, peut-être qu'on va avoir de nouveau un vent dans le dos sur les crypto-monnaies. Et j'aimerais vous donner une leçon importante, là. En ce moment, pour tous les gens qui culpabilisent, là, qui pensent à ce qu'était leur portfolio lorsqu'on était au sommet historique, et qui arrêtent pas de se flageller, là, qui pensent qu'ils sont des mauvais investisseurs, ben, enlevez ça de votre tête. En 2018, c'est une erreur que j'avais faite. Je regardais mon sommet historique et je me dis, oh non, je suis à X% de mon sommet historique. Mais ça sert à rien de faire ça. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est regarder le portfolio qu'on a maintenant et agir dessus. Et c'est ça la mentalité de guerrier que j'essaie d'instaurer. C'est qu'on n'est pas là pour se plaindre, avoir peur ou paniquer. On a le portfolio qu'on a maintenant et on agit avec. Et ce genre de leçon d'investissement-là, ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend quand on est dans les tranchées, quand on est dans le marché, quand on est investi, quand on a vraiment de l'argent dans le marché. Parce qu'on a beau apprendre n'importe quoi de façon théorique, tant qu'on n'a pas mis de l'argent dans le marché, l'apprentissage ne va pas être aussi bon, l'apprentissage va pas être aussi profond. Et là, on a un apprentissage assez violent, disons. On va passer du coup sur une autre info qui est donc le nombre d'adresses qui ont plus de 10 000 BTC qui montent. On a une augmentation, donc sans doute une accumulation. C'est Tills qui m'a envoyé ce graphique-là pour me dire tiens, c'est pour ton biais haussier. donc je vous la montre. Et effectivement, on voit que ça commence à un petit peu à accumuler. On avait déjà commencé à pas mal monter ici, mais là on commence à retrouver des niveaux assez proches de 2021, début d'année 2021, quand on était quasiment au top. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça commence à accumuler en gros depuis qu'on était ici au niveau du graphique. Donc c'est bien, c'est sans doute une bonne nouvelle. Après, encore une fois, c'est pas suffisant pour dire que BTC va remonter. Je vous ai d'ailleurs posé la question ce matin sur Twitter, à savoir quels étaient, selon vous, effectivement, quel est votre sentiment de marché. Le Bitcoin consolide à 31K pour breakout. Vous êtes 25% à penser qu'il va breakout directement le niveau des 31 000 $, qui va nous faire un faux drop. Donc un faux drop pour breakout, vous êtes que 14%. Un faux breakout pour drop, vous êtes quand même la majorité pour le moment, avec 1000 votants à peu près, 33% à penser qu'il va faire un faux breakout pour retomber tout velu. Et dernièrement, drop directement en Bart Simpson, vous êtes 27%. Donc la majorité d'entre vous, en top 1, on a le faux breakout pour drop, le deuxième, le drop directement, et le troisième, le breakout. Donc finalement, peut-être que ce qui est peut-être le plus probable serait le faux drop pour breakout. Si effectivement la majorité d'entre vous avait tort, ça serait un faux drop. Du coup, pour retenter la question ensuite, ça serait ce qui vous surprendrait le plus finalement, ce serait ce type de mouvement de cassure par le bas, pour retomber peut-être sur la même 20 que vous voyez là en vue 1 heure, pour reprendre de l'élan et retenter le breakout ensuite. On va aller chercher par rapport à ce qui se passe sur les altcoins, plus précisément. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'acheter à levier ou pas les altcoins ? Non, la réponse est complètement non. Je vais le grandir ici, très fort. Vous n'avez pas beaucoup de personnes, en réalité, qui sont en train d'acheter en levier au niveau au niveau des altcoins. Ici, ça monte très très doucement et Bitcoin commence à tendre sur une nouvelle dominance. On a un funding extrêmement négatif. Donc si on fait le breakout, et c'est ça où je vous ai alerté plusieurs fois, notamment sur les vidéos précédentes, qu'il est probable si on a un breakout haussier sur Bitcoin, beaucoup d'alts en fait vont avoir des short squeeze plus importants. Donc si Bitcoin tend à prendre, je vais dire une bêtise, peut-être 12, 13, 17%, il y a des altcoins qui ont été massivement shortés depuis maintenant quelques semaines, vont probablement avoir des rebonds peut-être plus importants. Attention, ce sera potentiellement que de la chasse à liquidité. Donc ça ne veut pas dire qu'on va commencer à s'installer dans des plus 40, plus 70, plus 100% par rapport à des altcoins.
potentiellement, regardez vos altcoins que vous avez actuellement en portefeuille. Ça peut être intéressant si vous êtes surexposé de profiter potentiellement de ce rebond haussier jusqu'aux 36 000, 38 000 $, s'il arrive, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont que des suppositions, nous n'avons pas cassé les 31 500 $. Mais ce serait intéressant, pourquoi pas, de se positionner pour alléger un petit peu nos portefeuilles si certains d'entre vous étaient trop exposés. Et on reste dans le secteur bancaire avec le réseau SWIFT qui serait en train de travailler sur l'interconnexion des futurs MNBC. Et donc ici, le but du réseau est de tout d'abord expérimenter avec une société de services numériques pour ensuite proposer leurs services aux banques centrales qui pourront en théorie effectuer des transferts transfrontaliers de monnaie numérique via un réseau qui date de 1973. À savoir qu'à l'heure actuelle, ce serait 90% des banques centrales qui travaillent sur leur MNBC, et pendant ce temps, le réseau Bitcoin n'a toujours pas besoin de tiers de confiance pour transférer de la valeur entre les frontières. Alors moi je suis pour une régulation, mais qu'elle soit juste en fait, qu'on comprenne vraiment la mesure de toute l'industrie que ça représente et donc de la manne financière qu'il y a derrière, de l'emploi, etc. Et de reconsidérer ça comme une activité à part entière. Comme je l'explique simplement, une personne qui vend du matériel informatique, qui va vendre des baies de brassage avec des serveurs, etc. Et derrière va le vendre à une personne qui fait du service d'hébergement. Il n'y a aucun souci, c'est un commerçant. Nous, avec le minage, on est un peu dans cette logique-là. On vend du matériel donc, qui produit de la puissance de calcul pour qui souhaitent participer au réseau, tout simplement. Et pourquoi ne pas essayer de réfléchir pour nous encadrer quelque chose dans ce sens ? Et on a fait le pari que effectivement, les politiques allaient s'ouvrir à cette industrie et donc on allait pouvoir, bien évidemment, exercer notre métier ici, et pas comme d'autres acteurs qui sont tout à fait légitimes aussi, de le faire de manière offshore. En fait, je la comprends dans le sens où en fait, t'as toute une misinformation sur ce qui se passe actuellement au niveau des régulateurs, c'est-à-dire qu'ils basent sur leurs avis sur des informations qui sont pas forcément à jour ou pas forcément vraies. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les vraies informations du minage, tu te rends compte que déjà le minage, c'est une industrie par rapport au poids des médias qui est fait dessus, qui est pas vraiment, qui est assez négligeable, parce qu'aujourd'hui, en fait, sur Terre, on produit 160 000 terawatts par heure. Le mining, c'est 220 terawatts par heure. Donc c'est à 0,13% de l'énergie produite dans le monde. On va parler directement de Binance, avec en fait une bonne nouvelle qui nous vient de l'Italie. Et en fait, Binance vient d'avoir un agrément pour opérer une plateforme de crypto-monnaie en Italie. Donc c'est un peu l'équivalent, on va dire, de l'enregistrement auprès de l'AMF en France, en tant qu'a fait Binance il y a quelques temps, mais là c'est un peu plus... Enfin, la différence, c'est que le Paysan, c'est juste un enregistrement, c'est pas vraiment une autorisation que donne l'AMF, c'est pas agréé, on va dire, c'est juste enregistré, c'est la première étape, de toute façon c'est la seule étape pour l'instant qu'il y a, et c'est une très bonne chose que Binance l'ait fait. Et maintenant en Italie aussi, voilà, il rentre un peu dans le cadre réglementaire italien, et c'est vraiment une très très grosse différence par rapport à l'année dernière, en 2021. Plein d'actualités sur Binance avec des problèmes avec les régulateurs, souvent il y avait ce type de vidéo. Là c'est l'opposé, la Binance, chaque fois de plus en plus, ils ont des autorisations, ils s'enregistrent auprès des divers régulateurs, et c'est une très bonne chose. Est-ce que Binance va communiquer les informations de tous les utilisateurs français aux finances publiques et donc au fisc ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est qu'il ne s'agit pas que du fisc, il s'agit des différentes autorités de tutelle, comme par exemple les douanes également. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une déclaration systématique. Toute personne ayant un compte chez Binance n'a pas une fiche qui part au fisc avec le détail de tout ce que vous avez. Non, ça c'est totalement faux. Malgré tout, si une autorité de tutelle ou de régulation demande des informations à Binance ou à tout autre organisme financier régulé, il faut le savoir, c'est le cas pour tous les autres PSAN et c'est le cas pour toutes les autres institutions comme les banques par exemple, eh bien oui, l'institution financière se devra de donner des informations précises, je vais revenir là-dessus, à l'autorité qui demande des informations. C'est le cas dans tout le pays et c'est le cas pour toutes les entités qui sont régulées sur le sol français. À savoir également, ces informations doivent être précises, c'est-à-dire qu'on peut demander telles informations sur un utilisateur sur telle date. Et généralement, ça doit rentrer dans le cadre d'une demande légitime, c'est-à-dire quand il y a des soupçons, par exemple, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sur un utilisateur. De la même façon, Binance, comme les autres entités françaises, vont devoir remonter quand il y aura des soupçons ou quand ils vont bloquer des comptes
contre, pour soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, ça va remonter de l'information à Tracfin. Tracfin qui est une entité qui reçoit déjà des informations de la plupart des institutions françaises. Ce qui veut donc dire que la France va être beaucoup plus à jour sur les potentiels risques qu'il peut y avoir sur certaines transactions et que ça va mutualiser l'information et le monitoring qu'il y a des transactions frauduleuses. Ce qui rendra Tracfin encore plus pertinent sur son action contre le blanchiment d'argent. Bien que vous savez que le blanchiment d'argent dans les crypto-monnaies est une part minime, puisque c'est autour de entre 0,15 et 0,30% selon certaines études, et qu'on est proportionnellement entre 3 à 5% sur du dollar ou sur de l'euro, les crypto-monnaies se font souvent montrer du doigt sur ce sujet-là, alors que ce n'est pas du tout légitime. Ça va encore plus renforcer le discours qui prouve que non, les crypto-monnaies sont tout sauf une bonne idée pour blanchir de l'argent. Et pendant ce temps, on a des institutionnels qui se montrent plutôt optimistes malgré un marché crypto qui est dans le rouge. Tout d'abord, on a JP Morgan qui a déclaré dans une note que les cryptos vont remplacer l'immobilier en tant qu'un de leurs actifs alternatifs préférés, et ils ont également déclaré qu'ils maintiennent leur estimation du prix juste de Bitcoin, qui serait d'environ 38 000 $ actuellement, suggérant ainsi que le Bitcoin pourrait prochainement repartir à la hausse au moins jusqu'à ces niveaux. Et ensuite, on a le vice-président du secteur de développement de Mastercard qui a déclaré que l'adoption des cryptos est imminente, mais que pour cela, il faudra que le secteur innove et propose des solutions qui n'existent pas encore pour régler le problème de la sécurité des fonds pour assurer les utilisateurs. Premièrement, on a ceci qui a été posté par Johnny Hu, et le truc intéressant, c'est que Elon Musk avait posté ce truc le 13 novembre de 2021. C'est une sorte de, je sais pas, un humain qui est assis sur Mars, je suppose, ce serait logique, et en gros, il regarde vers l'espace. Et donc, le truc, c'est qu'il a posté ça à peu près en plein sur le sommet ici. Du coup, proche du all-time high pour le Bitcoin, il a publié ça, et devinez ce qu'il vient de poster ici dans les alentours de 29 000 $. Eh bien, il vient de publier à peu près la même image, mais plutôt que de regarder vers l'espace, cette fois, le personnage regarde vers nous. Maintenant, bien sûr, c'est peut-être seulement une coïncidence assez marrante, surtout qu'on est remonté directement après ça. Peut-être même que ce truc a influencé le marché en lui-même, ou alors il sait quelque chose qu'on ne sait pas. En gros, on ne sait pas, on n'en sait rien, les gars, ce truc est assez mystérieux, mais quoi qu'il en soit, c'est au minimum quelque chose de... même si vous ne trouvez pas ça pertinent ou même intéressant, au minimum, c'est assez intriguant et on a quelque chose sur lequel garder un œil tant que maintenant. Peut-être que c'est vraiment un signe, qui sait. En tout cas, on va bien voir où on va pouvoir se clôturer sur cette poussée. Et je n'ai pas encore vu, mais je vais le voir bientôt, un documentaire sur le Salvador, un journaliste qui est allé enquêter sur place. Voici ce documentaire, je vous mettrai le lien dans la description, et il serait intéressant de voir, lui, les leçons qu'il en a tirées, l'adoption du Bitcoin ou non par la population, une enquête qui va rencontrer les gens sur le terrain, et du coup aussi les partisans ou les non-partisans. Je vous laisserai regarder ce reportage si ça vous intéresse, je pense que ça peut être très intéressant. Et il s'appelle Follow the Money. J'ai vu circuler comme ça des gens qui pensent que je n'ai pas de vision long terme et que je suis qu'un day trader, et donc du coup pour eux ça correspond pas parce qu'eux ils sont investisseurs long terme. Non, je suis investisseur long terme depuis plus long but, enfin que la plupart d'entre vous, ou que la plupart d'autres influenceurs, mais mon but est d'être du bon côté du trade. Si on est investisseur long terme quand ça descend, c'est pas intéressant. Donc si je suis bear ou si je ne suis pas investi, c'est parce que ça ne m'intéresse pas de hold des marchés baissiers. Quand j'ai une vision baissière, je hold pas. Donc c'est ce qui s'appelle être du bon côté de l'investissement, entre guillemets. Ce qui n'est pas le cas des investisseurs long terme qui hold les marchés baissiers. Voilà, donc vous ferez la différence entre ceux qui, a priori, ne perdent pas d'argent et ceux qui en perdent. Et la case investisseur, c'est pas la case de ceux qui perdent et donc on est obligé d'investir, on est là pour la technologie. Ça, c'est quand tu t'es foiré. Et on va conclure avec cette news qui est très importante et très intéressante, je trouve. Je vous la mettrai en barre de description si vous avez 5 minutes, franchement, allez la lire. Donc c'est l'adoption du Bitcoin en Centrafrique. Donc je vous l'avais partagé cette news, là le Centrafrique est devenu le deuxième pays à donner cours monnaie légale au Bitcoin dans son pays après le Salvador. Sauf que apparemment il y aurait quelques petits problèmes sous-jacents à cette officialisation du Bitcoin comme cours monnaie légale là-bas. Le premier, c'est que tout simplement ils auraient désobéi à un traité qui est celui-ci, donc une union monétaire dénommée Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est une organisation internationale regroupant plusieurs pays d'Afrique centrale créée pour prendre le relais de l'union douanière et économique de l'Afrique centrale. En gros, il s'avère que ce traité prévoit dans son article que l'unité monétaire légale des États membres de l'Union est le franc CFA.
Or, du coup, si on lit vraiment cet article, il est interdit de donner cours légal à toute autre forme de monnaie dans les pays signataires. Et qu'a fait la Centrafrique? Ils ont donné cours monnaie légale au Bitcoin en outrepassant ce traité. Donc c'est une violation du traité. Donc ça c'est le premier point négatif, le warning. Deuxième warning, la Centrafrique c'est quand même un pays assez pauvre. Il y a 5 millions d'habitants, donc c'est aussi un petit pays. Et seul un habitant sur 10 aurait un accès à Internet et 1 sur 6 à l'électricité. Donc, autre petit problème, on ne peut pas vraiment dire que c'est pour la population, finalement, que le gouvernement a fait ça, puisque vous le voyez bien, la plupart des gens ne pourront pas utiliser le Bitcoin vu qu'ils n'ont pas accès à Internet, et même pire, ils n'ont pas accès à l'électricité. Donc déjà, deuxième gros warning. Et le dernier qui va relier la Russie. Donc la Russie, en fait, serait une base et aurait des liens assez forts avec la Centrafrique, puisque il y a notamment un régiment qui se trouve là-bas. Je ne sais pas si je vais retrouver le nom. Donc là, la Russie a déployé de nombreuses troupes sur le territoire africain. En Centrafrique, notamment des centaines de mercenaires russes issus du groupe Wagner sont présents. Voilà, c'est le groupe Wagner. Donc il pourrait y avoir en fait des dessous de table assez frauduleux, voilà, je ne vais pas dire frauduleux, mais du moins des relations entre la Centrafrique et la Russie, puisque vous le savez, la Russie est enclin à ce moment à des sanctions économiques des plus gros États, notamment comme les États-Unis, et donc pour éviter ces sanctions économiques, la Russie pourrait faire appel à Bitcoin, et donc là, notamment pour pouvoir, je sais pas, acheter des biens directement en Centrafrique, et ben ça pourrait servir à ça. Donc voilà, vous avez trois gros red flags qui sont donc posés sur cette adoption du Bitcoin en Centrafrique. Après, ça sera aussi à vous de faire votre propre avis, hein. Peut-être que pour vous, ce ne sont pas des red flags, ce que je viens de vous présenter. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller lire l'article, il est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on invite Abdelhamid Barka, un expert de l'écosystème Ethereum et développeur de l'EIP 1559, donc c'est un référent technique assez majeur quand même dans l'écosystème français, et il va nous parler des Layer 2, des différents types de Layer 2, des différents types de roll-up ensuite derrière. Il va dire quelle est sa thèse par rapport à tout ça, il va expliquer techniquement, bref, c'est une vraie masterclass, comme indique le nom du format, sur les Layer 2 et les roll-up. Et derrière, on va essayer de comparer tout ça avec les différents Layer 1 comme Avalanche, Solana, et pour savoir au final qui gagnera la guerre entre les blockchains. Sur ce, je vous invite à commenter, liker, vous abonner pour faire plaisir à l'algorithme et rémunérer mon travail. Trêve de modalité, c'est parti. Et hop, on est live. Merci à toi, Abdel, d'être venu aujourd'hui. Et la première question que je vais te poser, tu vois, très brièvement, est-ce que tu peux te présenter et donner un peu de contexte à nos auditeurs? Bien sûr. Donc, merci Ben à toi déjà pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Pour me présenter rapidement, donc moi, j'ai un background vraiment technique, donc dans l'ingénierie. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, spécialité monétique et sécurité des systèmes. Donc, ça tombe bien, avant d'être dans la blockchain, j'avais appris la partie théorique de ce qu'est une monnaie, quelles sont les caractéristiques d'une monnaie, etc. Donc, c'est des choses aussi qui me servent aussi beaucoup aujourd'hui pour faire le comparatif justement avec les monnaies fiat et ce qu'on peut trouver dans la crypto. Donc, gros focus sur la partie sécurité et cryptographie en général. Donc, ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une fintech, dans une start-up en fait dans le domaine du milieu bancaire. Donc, c'était sur le développement d'un système qui permettait aux utilisateurs de payer avec leur smartphone en utilisant du sans contact, donc le NFC, donc avec des clients bancaires, ce genre de choses. Donc, une solution, bien sûr, avec des fortes contraintes de sécurité, notamment en termes de règles. Donc, il fallait des certifications PCI DSS, ce genre de choses. C'est pour les entités qui manipulent des données cartes bancaires. Donc, c'est un gros impact sur les processus de développement de l'entreprise, etc. Donc, voilà. Ensuite, après, je suis tombé vraiment amoureux de la blockchain. Donc, j'ai vu au début passer Bitcoin, j'ai fait un petit peu joujou avec, etc. Mais c'est vraiment quand j'ai découvert Ethereum que je suis devenu mordu. Vraiment, c'était comme une révélation, hein. C'était surtout la partie philosophique qui m'a tout de suite conquis. Je me suis dit, ouais, il y a vraiment l'opportunité de faire des choses incroyables grâce à Ethereum et grâce à des systèmes décentralisés. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, j'ai envie de bosser là-dedans à plein temps. Donc j'ai décidé de quitter mon ancienne boîte pour me lancer à plein temps. Et donc j'ai rejoint Consensus, du coup, qui est une entreprise, je pense que pas mal de gens de l'écosystème connaissent, qui a fait beaucoup pour l'écosystème Ethereum, notamment MetaMask, Infura, ce genre de choses. Alors, ce zap t'a plu?
Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.